Moi, je vais vous parler d'un sujet, mais pour l'introduire, je vais d'abord vous poser une petite énigme. Ah, Est-ce que vous savez quel peuple calculait leur temps de trajet en pipe? C'est-à-dire quel temps il faut pour fumer une pipe et exprimer pour la durée du trajet? Est-ce que c'est les Indiens d'Amérique? Alors, on se rapproche. Est-ce qu'il y a une réponse peut-être plus précise? des hobbits. Les... Non, là on s'éloigne. les Cherokees. Ah, presque, tout à fait. Ça fait partie des peuples dont on va parler ce soir, aujourd'hui. Les Cheyennes, du coup, alors? Non, parce que en fait, on va parler des peuples iroquoiens dont font partie les Oh, Cherokees. d'accord. Yes. Ah bah tu vois, déjà, je Ok. savais pas que les Cherokees faisaient partie des Iroquois, tu vois. Ah bon? Alors, ils font pas partie Tout le des monde sait ça. Iroquois, ils font Ah partie merde. des peuples iroquois. Mais Ah merde, ça n'a rassurez-vous, rien à voir, d'accord, ok. Merde. on Ok. va préciser tout ça, je vais vous expliquer, on va prendre le temps. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un petit voyage en Amérique du Nord et de remonter le temps tous ensemble, parce qu'on va parler du coup de peuples américains qui étaient déjà là bien avant les premiers colons, et qui est d'ailleurs toujours là de nos jours, et avec lequel notre pays, la France, a entretenu par le passé des relations plutôt complexes, on va voir. Et du coup, on va parler des peuples iroquoiens. Donc on va tenter de s'éloigner des stéréotypes. Donc personnellement, j'en ai un qui me vient en tête en ce moment, c'est le personnage de Manny dans le Pacte des loups. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Oh putain, oui, c'est l'Indien Enfin, c'est le pote indien du héros, quoi. Tout à fait, c'est ça. Et qui est frère avec toute la nature et tout, etc. Voilà, Enfin, c'est un cliché ambulant, ce mec. tout à fait. Alors Manny, pour resituer, c'est un Iroquois, donc une sorte de guerrier, chaman, taciturne, qui à lui seul a un énorme cliché, hein. En fait, dans le film, c'est un féroce combattant qui est lié aux forces de la nature. Il a un côté sauvage, et puis surtout, il peut communiquer avec le loup, qui est son animal totem. Le film parle de la bête du Gévaudan, donc aucun rapport avec les peuples d'Amérique à la base, hein. Oui. Et du coup, même si le concept du personnage est assez original dans l'intrigue du film, on va dire, et qu'il est quand même plutôt cool, et que dans le cadre de la fiction, bah, en tant que spectateur, on suspend volontiers son incrédulité et on se prête au jeu, bah, en fait, il est quand même assez éloigné d'une quelconque réalité. D'ailleurs, pour continuer dans les stéréotypes, j'ai employé le terme de chaman, qui lui aussi est un mot un peu valise, une sorte d'abus de langage, étant donné que le terme chaman, en fait, fait référence à une figure qui est présente dans les tribus en Sibérie. Donc là encore, on est bien loin de ce que l'on peut trouver en Amérique, et même si, du coup, on va beaucoup employer ce mot à tort dans le quotidien, dans n'importe quel contexte tribal, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, dans la recherche en ethnologie ou en anthropologie. Mhm. Autre précision, autre stéréotype que j'ai employé, c'est j'ai parlé d'animal totem. Et ça, c'est un point assez intéressant parce que dans le sens où on l'entend aujourd'hui, de nos jours, en fait, on fait souvent référence à une invention syncrétique qui est apparue dans les années 80 avec le mouvement New Age. C'est ce qu'on appelle communément de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire que c'est des occidentaux qui s'appuient sur des croyances supposées et reconstruites des peuples tribaux ou anciens, en participant non pas à développer des connaissances par rapport à ces peuples, mais en leur attribuant un nouveau sens qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est également le cas avec, par exemple, le chamanisme dans le sens mouvement spirituel alternatif moderne. Tout ça, c'est des créations New Age et qui participent à mon sens, à une sorte un peu de révisionnisme qui est envers surtout les peuples évoqués. En fait, c'est souvent une négation d'une certaine réalité au profit d'un fantasme. En fait, on va faire que inventer des croyances qui n'ont de base rien d'universel, parce que dans la vraie vie, en fait, vous allez voir, à travers ce que je vais vous parler aujourd'hui, mais même à travers plusieurs exemples, que chaque peuple va avoir en réalité ses propres croyances et sa propre spiritualité. Et on peut en aucun cas parler d'universalité. Personnellement, je trouve que c'est plutôt un manque de respect de faire référence à ces pratiques New Age en s'appuyant sur des peuples natifs qui n'ont absolument rien demandé. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de leur causer plus de tort par rapport à ce qu'ils ont déjà subi dans l'histoire. Ça, c'était ma petite introduction, on va quand même revenir au sujet d'aujourd'hui. Pour une histoire peut-être plus personnelle, moi je me suis toujours intéressé au peuple natif américain. Quand j'étais étudiant en master, j'avais une série de séminaires, je me rappelle, avec un professeur québécois, sur l'apport de l'archéométrie, et là je vous renvoie à mon épisode sur le carbone 14, Yeah. sur l'apport de l'archéométrie, donc dans l'étude des échanges entre les colons européens et les Iroquois pendant la période du contact. Donc la période du contact, c'est grosso modo du XVIe au XVIIe siècle, et ça fait référence au contact en fait entre les Occidentaux et les peuples locaux. J'ai d'ailleurs cherché à faire un mémoire avec ce professeur, mais malheureusement ça n'a pas pu se faire et je ne suis pas parti
grandi au Canada, et à la place j'ai étudié des peuples péruviens, notamment à travers l'art mochica et inca, ce qui était quand même plutôt cool. C'est J'ai stylé bien quand aimé même. aussi. On peut le dire, c'est stylé. On en parlera peut-être lors d'une chronique. Donc les Iroquoiens, qui sont-ils? Eh bien, en fait, il s'agit de l'un des plus importants peuples natifs d'Amérique du Nord-Est. Ce sont plusieurs tribus, constituées en nations et en différentes confédérations, qui vont être liées par une famille de langues communes qu'on appelle donc les langues iroquoiennes. Ils partagent une partie de leur territoire avec un second groupe de peuples, les peuples algonquiens, qui vont posséder une culture et des langues qui leur sont différentes. Donc, si on fait un parallèle un petit peu douteux, c'est un peu comme si on prenait en Europe, où on a par exemple des langues issues d'une même famille, les langues romanes, et d'autres issues d'autres familles, par exemple les langues germaniques. Et à chaque fois, on va avoir différents peuples dans ces catégories, pour l'image. Du coup, on va désigner Iroquoien pour parler de l'ensemble de la famille linguistique, à ne pas confondre avec Iroquois pour la nation iroquoise précisément. Du coup, les Iroquois, c'est des Iroquoiens, mais tous les Iroquoiens ne sont pas des Iroquois. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous Oui. maintenant. Et attention, c'est pas parce qu'ils sont tous issus de la même famille linguistique qu'ils sont tous forcément alliés. Par exemple, les Hurons, qui sont aussi des Iroquoiens, ils ont été dans le passé des ennemis des Iroquois. Oui, parce qu'ils étaient avec les Français, c'est ça. Tout à fait, exactement. Ah, je savais pas que c'était des Iroquoiens, tu vois, aussi, ça, c'est... Oui, ouais. Bah, on y reviendra plus tard, mais ouais, il y a pas mal de peuples que l'on connaît de manière assez classique ou dans la culture, qui sont issus de ce groupe culturel et linguistique. Petit aparté, il faut savoir que les peuples iroquoiens, et en particulier les descendants de ces peuples, dont on parle aujourd'hui, ils existent toujours. Et du coup, on va aborder le sujet quand même avec le respect qu'ils méritent. Et pour ma part, je vais surtout en parler d'un point de vue historique, en me cantonnant à la période précoloniale, à la période du contact et à la période coloniale. Je serais bien incapable, avec mes compétences, de parler de faits sociaux, et du coup, on va laisser ça de côté. Donc, dans un premier temps, il est intéressant de replacer un peu ces peuples par rapport à leurs voisins algonquiens, par exemple. Donc les Algonquiens, ils se trouvent dans la même région géographique, à savoir le nord de l'Amérique, surtout la zone de l'actuel Canada. Et afin d'avoir une vue un peu globale de ce dont on parle, on peut comparer les aires de répartition entre les Algonquiens et les Iroquoiens. Les Algonquiens, on va les retrouver du coup de la côte atlantique jusqu'au pied des montagnes rocheuses, c'est une zone qui est très très étendue, tandis que les Iroquoiens, ils vont se cantonner au sud du fleuve Saint-Laurent et du lac Ontario, jusqu'au nord de l'état actuel de New York. Donc on voit que c'est une zone qui est quand même plutôt réduite. Les Algonquiens, ce sont des nomades qui vivent dans des wigwams, c'est-à-dire des huttes en bois, ou des tipis. Ils sont constitués en sociétés patriarcales qui vivent de la chasse, de la pêche et de la cueillette. C'était des sociétés qui étaient égalitaires, réparties en clans de moins de 100 individus, dirigés par des anciens et des chefs de clan. Les hommes, ils assurent la chasse, la guerre, le commerce, tandis que les femmes, elles vont avoir un droit de parole qui est assez faible, et elles vont s'occuper principalement de tout ce qui va être tâches domestiques, des enfants, de la préparation des repas et de la cueillette. A l'inverse, les peuples iroquoiens, eux, on va avoir un mode de vie sédentaire, et plus précisément semi-sédentaire, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des villages, ils vont pratiquer l'agriculture, notamment du maïs, de la courge, des haricots, mais ils vont s'adonner aussi à des activités saisonnières comme la chasse ou la cueillette. Et tous les 10 à 20 ans à peu près, ils vont déplacer leur village. La raison, c'est qu'ils n'appliquent pas ce qu'on appelle l'agriculture sur brûlis, et du coup, ils vont épuiser les sols qu'ils cultivent, et du coup, ça va les pousser à changer d'emplacement de manière assez régulière. Donc ces peuples-là, ils vivaient dans ce qu'on appelle des maisons longues, c'est-à-dire des grandes maisons en bois pouvant accueillir jusqu'à 5 ou 6 familles, soit 25 à 60 personnes. Donc c'est des maisons qui peuvent faire de 30 à 100 mètres de long. C'est des bâtiments assez énormes. Ces maisons, elles se trouvaient dans des villages fortifiés, de 1000 à 2000 habitants, entourés de palissades. Les villages ne possédaient pas de chef, donc il n'y avait pas de chef du village, et chaque clan, c'est-à-dire donc chaque famille, va choisir un représentant pour le conseil du village qui va prendre des décisions de manière unanime. L'économie des villages elle est très diversifiée, que ce soit dans l'artisanat, l'agriculture, la chasse, la pêche, etc. Une autre particularité de ces sociétés, c'est qu'elles sont matrilinéaires, c'est-à-dire que la transmission de l'héritage de la famille se fait de mère en fille et non pas de père en fils, comme ce qui est le cas par exemple des sociétés traditionnelles occidentales. On va parler également de caractère matriarcal pour désigner ces sociétés, sans toutefois avoir une société complètement matriarcale, dans le sens
où les représentants du pouvoir et de l'autorité ne sont pas des femmes. Mais on est quand même très très loin d'un système patriarcal. En fait, ça va être toute la dynamique de la société qui va être différente par rapport aux sociétés de leurs voisins algonquiens. L'un des exemples les plus flagrants, c'est que c'est le mari qui doit emménager dans la maison de son épouse, et dont il rejoint également la famille. Ça s'appelle la matrilocalité. D'accord. Les enfants, ils deviennent membres du clan de la mère et non du père. De plus, lorsqu'une fille est majeure, sa mère va lui laisser libre cours pour fréquenter qui elle veut. En fait, les femmes sont responsabilisées dès le plus jeune âge. Un petit point de précision, les termes matriarcat et patriarcat, ils sont fortement connotés dans notre société actuelle, et c'est des termes qui sont abondamment repris dans le domaine des luttes sociétales. Là, c'est pas de ça dont on parle, c'est vraiment d'une réalité dans le cadre de l'étude des sociétés humaines en ethnologie, en anthropologie. D'accord. Et on va pas non plus parler d'égalité des rôles en fonction des sexes dans la société iroquoienne. Les hommes et les femmes de ces peuples, en fait, ils vont avoir des activités qui leur sont propres. L'absence des hommes pour les activités de chasse, de commerce, de guerre, en fait, ont permis d'accentuer le pouvoir des femmes. C'est elles qui devaient prendre les décisions liées à l'organisation du clan et du village pendant que les hommes étaient partis. Et ces responsabilités vont apporter aux femmes iroquoiennes un pouvoir politique considérable. C'est pour ça en fait qu'elles sont au cœur en fait de toute la société. Ouais, d'accord. Okay. Donc un exemple assez déterminant, c'est que en fait c'est les femmes iroquoiennes qui nomment le chef de clan, c'est-à-dire le chef de la famille qui est un homme, et du coup c'est tous les chefs de clan qui vont prendre des décisions par consensus, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord. C'est comme ça que sont prises toutes les décisions dans le village. Le chef de clan, en soi, il n'a pas de rôle décisionnel, il fait que représenter son clan au conseil de tribu. Les femmes, elles ont le droit de demander à déclarer la guerre, elles ont le droit à un droit de parole qui est très très puissant, elles ont le droit de décision aussi, et au niveau de leurs activités, on retrouve un rôle qui est assez traditionnel, c'est-à-dire des tâches domestiques, mais des choses aussi beaucoup plus originales, comme par exemple l'agriculture. Donc l'agriculture est une affaire féminine dans les sociétés iroquoiennes, donc elle s'occupe de tout ce qui va être récolte, les champs, etc. Elle s'occupe également de la confection de vêtements, de la dépoterie, donc c'est des vases en argile cuite, décorés avec des motifs géométriques assez complexes. Elle s'occupe également de la vannerie, de la création de colliers, de bracelets, et la préparation des repas. En temps de guerre, ça arrive que les femmes s'occupent également du ravitaillement de leurs guerriers. Donc ce sont également les femmes qui vont s'occuper de l'éducation des enfants et qui vont avoir un droit de regard concernant le mariage de leur fils ou de leur fille. En fait, elles peuvent même revenir sur leur décision si l'accord de mariage ne leur convient pas, et même sur le mariage en lui-même si elles jugent par exemple que le mari de leur fille ne se conduit pas de manière acceptable. Imaginez un peu dans notre société comment elle serait différente si on avait quelque chose comme ça. Clairement. Donc les femmes, elles ont aussi une grande connaissance de la médecine traditionnelle. Elles sont un peu garantes de tout ce qui va être rites religieux, d'invocation des esprits, d'utilisation de plantes médicinales, et elles vont concocter tout ce qui va être médicaments. Lors des cérémonies de guérison, elles vont donner le rythme musical pour les danses et les chants, et elles doivent aussi transférer leur savoir et leurs connaissances à leurs filles, mais aussi à leurs nièces. En fait, une particularité des sociétés matrilinéaires, matrilocales, c'est que on a une forte concentration dans la famille des sœurs. En fait, les sœurs restent dans le même foyer. Du coup, on a un lien qui se développe assez fort de la femme envers leur nièce, par exemple, et pas uniquement envers leur fille. Donc, les hommes, eux, comme on l'a vu, ils s'occupent de la chasse, de la pêche, de la diplomatie et du commerce. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs assez peu souvent au village. Il faut souligner aussi que la valeur, entre guillemets, des femmes va être supérieure à celle des hommes. Un exemple, c'est que lorsqu'une femme est victime d'un crime, la peine va être plus lourde pour l'initiateur du crime que si la victime est un homme. Et ça, c'est un point qui est très particulier dans les sociétés iroquoiennes, parce qu'en fait, il souligne le fait que la femme ait un statut privilégié. Autre particularité des peuples iroquoiens, c'est que la conception de la nature et le mode de gestion de la propriété va être très très éloigné de ce que l'on peut concevoir en tant qu'occidental. D'ailleurs, il est à noter que la notion de propriété privée n'existe tout simplement pas chez les Iroquoiens. Chaque individu va avoir sa place dans la société, dont les bénéfices en fait vont revenir à tout le monde. Donc c'est ce qu'on a vu par exemple avec la division du travail en fonction des sexes. Toute la production qui va être liée à l'activité économique va être répartie dans le clan et dans la tribu. Cette collectivité, elle va se retrouver dans toutes les pratiques collectives liées à l'agriculture, par exemple, au travail du sol pour les femmes,
et aussi dans la chasse et les techniques de guerre pour les hommes. En fait, il n'y a pas d'individualisme dans ces sociétés, mais des activités de coopération dans le but d'arriver à un objectif commun dont tout le monde pourra tirer parti. Par exemple, si on prend l'exemple d'une partie de chasse, à la fin, les prises vont être mises en commun, puis redistribuées de manière équitable. D'accord. Au niveau des échanges, que ce soit dans le commerce ou autre, ça va être la réciprocité qui va valoir plus qu'une quelconque valeur, par exemple, ou un prix. Il n'y a pas d'argent. C'est un système de dons et de contre-dons. Par exemple, si on commerce en réalisant une offre, il faudra offrir en retour un présent qui aura une utilité similaire. Et là, on va retrouver encore un lien avec la notion de partage qui est très très présente chez les Iroquois. L'organisation collective, elle va se combiner à une culture qui s'appuie sur une forte tradition de responsabilité et d'autonomie pour chaque individu. L'éducation visait à former des hommes qui étaient autodisciplinés, autonomes, responsables et stoïques. Si on fait un parallèle complètement douteux que j'assume absolument pas, ça rappelle un petit peu les sociétés asiatiques si vous voulez. On oublie, ça n'a rien d'anthropologique ni d'ethnologique ce que j'ai dit. Donc les Iroquois, ils vont chercher à éliminer pendant l'enfance tout sentiment de dépendance et susciter le désir de responsabilité. Et ça concerne aussi bien les garçons que les filles. On a une égalité de ce point de vue-là. Comme on impliquait les enfants dans les pratiques collectives, ils apprenaient à la fois à penser en tant qu'individus et à travailler pour la collectivité. Lorsqu'on fait référence aux Iroquois, on évoque très souvent, comme on l'a vu, les Iroquois, mais il ne s'agit pas de la seule nation. D'accord. En réalité, il va exister une grande cohésion linguistique et culturelle au sein de ces peuples, mais il faut faire attention quand même aux amalgames. En premier lieu, quand on parle des Iroquois, on fait en réalité référence à une confédération de tribus qui s'appelle la Ligue des 5 Nations, qui va devenir plus tard au XVIIIe siècle la Ligue des 6 Nations. Mais il y a d'autres confédérations iroquoiennes qui existent, comme les Hurons, qui sont constitués de 4 nations. On va aussi avoir une confédération des 3 nations, dont font partie les Ériés, appelée aussi la nation du chat, mais on a aussi des nations qui vont être indépendantes, comme les Iroquois du Saint-Laurent, ou au sud, les Cherokees. D'accord. Et la Ligue iroquoise des 5 nations, c'est un peu la plus documentée, c'est pour ça qu'on a pas mal d'infos à ce sujet. Vous allez comprendre assez vite pourquoi. Donc elle a été fondée au XVIe siècle, mais elle pourrait remonter à une période antérieure. Si on se base sur, par exemple, les traditions orales conservées par les descendants des Iroquois aujourd'hui, elle pourrait remonter jusqu'au, il me semble, au Xe siècle, peut-être avant. Son territoire, il s'appelle traditionnellement l'Iroquoisie, et il va, comme je l'ai précisé un petit peu avant, du lac Ontario au nord à l'état actuel de New York au sud. À sa tête, ce sont 49 chefs qui vont être désignés par les femmes les plus âgées des villages pour composer le Grand Conseil, qui va lui aussi prendre des décisions de manière unanime. Faut être d'accord quand même, à 49, c'est beaucoup. Ah oui, tu m'étonnes. Ce qui va un petit peu changer pour ces peuples, c'est qu'en 1603, il y a les Français qui arrivent au Canada. À cette époque, la Ligue des 5 Nations, elle est déjà en guerre contre les Hurons et certaines tribus algonquiennes. Et du coup, les Hurons et les Algonquins vont demander notamment de l'aide aux colons, qui sont menés à l'époque par l'explorateur Samuel de Champlain, qui est le fondateur de la ville de Québec. Suite à ce jeu d'alliance, les Français, ils vont se retrouver rapidement en conflit avec la Ligue iroquoise pendant plus de 100 ans. Donc l'enjeu principal pour les colons à cette époque, c'est le commerce de fourrure qui va bouleverser les habitudes de la plupart des peuples natifs d'Amérique du Nord. Pendant cette période, il y a beaucoup d'Iroquois, principalement des Hurons, qui sont christianisés notamment aussi par les jésuites. De plus, depuis l'arrivée des colons, il y a tout un tas de maladies qui ont été apportées par les Occidentaux qui font des ravages parmi les populations autochtones. Et au XVIIe siècle, tandis que les Hurons entretiennent de bonnes relations commerciales avec les colons, la Ligue iroquoise, elle, va combattre, elle, sur plusieurs fronts, donc notamment contre les Français, mais aussi face aux Hurons et face aux Algonquins. Et ce qui se passe, c'est que les Iroquois viennent à bout des Hurons et ils ne semblent subir aucune défaite face à leurs adversaires. Peu à peu, les Iroquois ils vont même s'étendre et absorber tous les peuples iroquoiens. Et dans un même temps, ils vont devenir de plus en plus dépendants, par contre, du commerce avec les Occidentaux. C'est pour ça, je pense qu'on a pas mal d'amalgames par rapport entre Iroquois et Iroquoiens. C'est qu'à une époque, il n'y avait plus trop d'Iroquoiens à part la Ligue iroquoise. Ouais. Il faut noter que les Iroquois, ils vont avoir des techniques de guerre qui sont bien particulières. En effet, ils pratiquent ce que l'on appelle la guerre de capture, qui vise en premier lieu à compenser les pertes subies et qui va être à la base de la puissance des Iroquois par rapport à tous leurs voisins.
Ça vient de leur croyance et de leur spiritualité parce qu'ils croient en la vie après la mort et ils craignent le comportement des esprits tourmentés. Leurs pratiques funéraires, elles ont pour but d'empêcher que les défunts y viennent hanter les vivants. Pour que les âmes des défunts puissent trouver le repos, les guerriers ils doivent capturer des prisonniers. Et là, il y a un choix limité d'options qui s'offre à eux. Soit les prisonniers sont intégrés au sein de la tribu, soit ils sont exécutés pour rétablir l'équilibre des relations entre les vivants et les morts. Les Iroquois, ils pratiquent cette guerre dans le but de garder des relations harmonieuses du coup entre le monde des forces invisibles et surnaturelles. Et le plus souvent, les exécutions sont ritualisées et précédées de tortures. Donc souvent les prisonniers vont être frappés, ils peuvent avoir des membres arrachés, ils peuvent être aussi brûlés vifs à petit feu. Et quelquefois, les guerriers vont aussi manger les organes de leurs ennemis. D'abord réservés à leurs adversaires autochtones, les Iroquois ils vont finir aussi par appliquer ces mêmes techniques face aux colons occidentaux. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais un autre sort possible, en dehors de l'adoption et l'exécution, c'est l'esclavage. Esclavage au service de la communauté entière, ou alors d'une famille précise, et dans ce cas-là, c'est principalement au service des femmes. Pourquoi ? Parce que c'est en guise de compensation des guerriers vaincus, donc que ce soit des maris, des fils, etc. Du coup, ce sont les femmes des tribus qui décident du sort de chaque prisonnier. Si elles décidaient que l'ennemi capturé devait mourir, ce sont aussi elles en fait qui vont participer au choix des tortures que le prisonnier doit subir. Ah oui, d'accord. Okay. Et de tous les traitements en fait infligés aux détenus. En fait, on va toucher là à une seconde spécificité de la pratique de la guerre iroquoise, c'est l'impact psychologique. En fait, on peut presque à ce niveau parler de guerre psychologique. Juste un exemple. Imaginez-vous, vous faites partie d'une petite tribu. Votre chef vous a annoncé que les négociations avec les Iroquois ont échoué et que la question va être réglée sur le champ de bataille. Tout ce que je viens de vous dire, vous êtes au courant. Vous savez que vous avez affaire à un adversaire qui est quasiment invaincu, qui dans le meilleur des cas va vous laisser la vie sauve, mais vous oblige à tout abandonner, de votre identité à votre famille, en passant par votre tribu pour devenir comme eux. Et ça, c'est seulement et seulement si vous parlez une langue iroquoienne. Et dans le pire des cas, vous savez que vous aurez même pas le droit à une mort rapide. Donc bien souvent, en fait, la Moi, bataille... j'y vais pas, perso. Oui, voilà, je pense que... Soit clair. En fait, bien souvent, la bataille, elle est gagnée avant même que le combat soit livré. Les Iroquois, en fait, ils ont cet avantage, la terreur psychologique qu'ils infligent à leurs ennemis, qui joue énormément en leur faveur. On peut ajouter à ça qu'il y avait certaines tribus qui étaient réputées pour avoir des guerriers extrêmement doués dans ce qu'ils faisaient. Donc ça aussi, ça peut jouer dans la balance. D'ailleurs, il y a beaucoup de techniques qui sont très modernes, par exemple les guerres de guérilla, les tirs embusqués, qui sont inspirées des pratiques de guerre natives américaines. On revient à notre histoire. Donc dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les Iroquois ils vont également s'adonner à la guerre d'extermination. En fait, poussés par le commerce avec les Occidentaux, ils vont capturer les régions voisines qui sont riches en fourrure, parce qu'en fait, dans leur terre d'origine, les animaux à fourrure sont en train de se raréfier, et du coup, pour s'étendre, ils vont pas avoir le temps d'assimiler leurs ennemis, ils vont tout simplement les raser de la carte. À la fin du XVIIe siècle, la France et l'Angleterre vont entrer en guerre, et les Iroquois vont en profiter pour faire des excursions dévastatrices sur des établissements français. Mais le problème, c'est qu'à force de s'étendre, les Iroquois vont davantage fragiliser leur position plus qu'autre chose. Et du coup, de leur stratégie de guerre qui en temps normal est redoutablement efficace, c'est là que va venir la faille. En fait, avec les pertes dues au combat et aux épidémies, leur seul moyen d'augmenter leur nombre, leur population, ça a été l'adoption massive de prisonniers ou de réfugiés de guerre. Du coup, plus ils vont avoir de malades, plus ils vont subir de pertes et plus ils vont devoir s'étendre. Pour vous donner une idée, vers 1660, on comptait environ 25 000 Iroquois. Et comme la pratique de l'adoption de masse s'est limitée, comme je vous l'ai dit, au peuple qui parlait la langue, et bien du coup la population iroquoise, elle se met fatalement à décroître, et en 1768, on n'a plus que 12 000 individus, et à la fin du 18e, il n'y a plus que 8 000 Iroquois. On va ajouter à ça l'esclavage, les pratiques d'esclavage, donc on a l'esclavage traditionnel, mais on va avoir une demande de la part des forces coloniales pour un esclavage qui va être commercial, et du coup on va avoir notamment aussi des excursions dans le sud pour la capture d'esclaves noirs qui vont être revendus aux occidentaux. Et cette activité a été également un facteur supplémentaire de fragilisation de la société iroquoise.
Lors de la guerre de 7 ans, donc au milieu du XVIIIe siècle, qui est un peu le premier conflit mondial, puisqu'il va scinder l'Europe en deux et qui va dépasser les frontières du Vieux Monde, la Ligue des 5 Nations va devenir la Ligue des 6 Nations. En fait, il y a une nation iroquoienne supplémentaire qui va intégrer l'Iroquoisie. Et les Iroquois vont s'allier aux Britanniques et constituer une puissance terrestre et militaire considérable en Amérique du Nord-Est, notamment face aux Français. C'est la guerre d'indépendance en fait américaine qui va finir par sonner la fin de la suprématie iroquoise. Donc encore une fois alliés aux Anglais, ils vont subir en 1779 une invasion massive de leurs terres ancestrales de la part d'une armée envoyée spécialement par George Washington. Donc c'est un peu la fin de la Ligue iroquoise à cette époque. On a beaucoup parlé de l'aspect guerrier, mais bon, ce serait réducteur en fait de considérer que les Iroquois ne sont que des guerriers. Comme on l'a vu, leur société est quand même extrêmement riche, elle est assez particulière, même dans leur zone géographique, et surtout que leur culture est très intéressante. En fait, l'image stéréotypée des Iroquoiens violents, sanguinaires, elle se constitue surtout à partir des textes qui racontent l'histoire des martyrs canadiens, c'est-à-dire des prêtres jésuites qui ont été tués lors des guerres iroquoises. Souvent, en fait, les Français vont appuyer le côté guerrier sanguinaire pour souligner la piété et l'héroïsme des Occidentaux. Ils vont d'ailleurs leur donner des caractères diaboliques. Et du coup, ces textes, en plus, ils mettent à chaque fois en relation les martyrs des prêtres jésuites avec les martyrs des premiers chrétiens exécutés par l'Empire romain. Pour finir sur une note un petit peu positive, ma chronique commence à être un petit peu longue. Je t'avais prévenu, Marc, je suis désolé. Ouais, non, mais oui, t'inquiète pas, y a pas de souci, je savais, j'étais au courant. Pour finir sur une note positive, on va revenir à notre époque. Et en fait, il existe de nos jours quand même un héritage iroquoien, notamment dans le domaine du sport. D'accord. En fait, il y a un sport qui est très pratiqué aux États-Unis et au Canada, outre-Atlantique, en Europe beaucoup moins. Je crois que, enfin moi j'en avais pas trop entendu parler, peut-être mis à part dans quelques séries américaines ou quelques films. C'est un sport qui s'appelle la crosse. Ouais. Et qui à l'origine servait, comme de nombreux sports d'ailleurs pratiqués par les natifs américains, à proposer une solution pacifique pour régler les différends entre les clans et les tribus. Et du coup, les Occidentaux vont faire perdurer cette tradition sportive, et c'est un sport qui est très très connu et très réputé dans ces régions du Canada et de l'Amérique du Nord-Est. Putain, c'est stylé. Trop bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous avez des questions. Ouais, c'était super intéressant. Mais grave, ouais, c'était carrément intéressant, ouais. Bah écoute, ouais, parce que moi ce que j'avais en tête, bah c'est mes maigres connaissances historiques sur la guerre de 7 ans, que d'un côté t'as les Hurons et les Iroquois, mais j'avais jamais capté que en fait, bah qu'il y a pas mal de nations indiennes qui sont dans des gros paquets en fait au final. Parce que le problème c'est que c'est nous qui faisons les occidentaux qui faisons les cases dans lesquelles on range ces gens, quoi. Donc c'est ça qui est un peu triste, quoi, au final. C'est ça. Même chose, alors... le chamanisme, je savais pas que c'était sibérien, tu vois, j'aurais dit l'inverse, j'aurais dit que c'était amérindien et que on l'avait accolé après à tout le monde derrière, mais... Ouais, c'est assez surprenant. Si on revient sur les sociétés d'ailleurs iroquoiennes, ce qui fait office un peu de figure du stéréotype qu'on appelle chaman, en fait, ça existe tout simplement pas parce que c'est divisé en 3. Alors, je serais incapable de dire les noms parce que je veux pas prononcer de l'iroquois mal ici, mais en tout cas, il y a 3 figures religieuses spirituelles qui assurent ce rôle, à chacune avec une spécialité. Donc, plus une dans le domaine de la guérison, plus une dans le domaine de je sais plus quoi, etc. D'accord, ouais. Et du coup, nous, après, on fout ça au checker, on appelle ça des chamans, quoi. Tout à fait, ça c'est le pouvoir des Occidentaux. C'est la simplification. Yes, c'est la simplification. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.